Dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui la suggestion cinéphile numéro 192 qui est consacrée à un film qui date de 1938 et qui s'appelle Pygmalion. Pygmalion qui a été réalisé par un bon réalisateur talentueux de l'entre-deux-guerres au Royaume-Uni qui s'appelle Arthur Asquith, prononciation non garantie, et co-réalisé avec l'intervention de Leslie Howard, dont c'est la première fois qu'il réalise un film, il en réalisera encore quelques-uns, et qui en même temps le personnage principal de ce film. Tout de suite, pour éviter tout suspense, il obtiendra d'ailleurs la coupe Volpi au Festival de Venise en 1939, le prix qui prime, qui correspond au premier prix d'interprétation masculine. Et le film sera aussi oscarisé et ça rencontrera un véritable succès. Alors, Pygmalion, c'est l'adaptation de l'œuvre de Bernard-Henri Shaw, de sa pièce de théâtre. Et d'ailleurs, puisqu'on est en 1938, la première représentation de Pygmalion date de 1912. Eh bien, en 1938, Bernard Shaw va, avec beaucoup de plaisir, de jubilation même, il va participer à l'élaboration du scénario et il aimera beaucoup cette adaptation cinématographique de son œuvre théâtrale. Et il y retrouvera d'une certaine manière une certaine impertinence qui est assez formidable. Je voulais encore dire un mot sur le casting. Donc Leslie Howard jouera un an plus tard dans Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, le rôle d'un sudiste d'ailleurs, et il connaîtra une fin tragique en 1942. Son avion militaire, parce qu'il s'est engagé dans l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, sera abattu au-dessus de la mer par les nazis, enfin l'aviation nazie. Et on dit même qu'il avait participé, en connaissant les risques, à ce vol dans lequel était censé être Churchill. En réalité, c'était un sosie de Churchill, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter les attentats, eh bien, beaucoup de leaders, dont Churchill, ont utilisé des sosies. On dit aussi que Staline l'a fait, ce qui est une chose intéressante à savoir. Alors, Leslie Howard, il est devant et derrière la caméra, et c'est quelque chose de formidable. Et puis il y a une actrice qui joue très très bien, une Britannique, Wendy Heller, qui joue le rôle de Eliza Doolittle. Je rappelle, comme je l'avais évoqué dans la suggestion précédente dédiée à My Fair Lady, que cette pièce Pygmalion de Bernard Shaw, c'est une pièce impertinente, délibérément, audacieuse, contestatrice, dirait-on. Ou aurait-on dit en 1968, même si aujourd'hui le mot de contestataire est très très peu utilisé. Et c'est bien dommage, croyez-moi. Cette pièce est contestatrice parce qu'elle égratigne avec gourmandise le snobisme à l'œuvre dans le Royaume-Uni. Le snobisme qui fait que, eh bien, non seulement il n'est pas scandaleux que la société soit divisée en classes, qui bénéficient de manière inégalitaire de la répartition des revenus, mais que c'est tout à fait de l'ordre naturel, et que la justification de cette situation de fait, eh bien, elle résulte de la capacité que l'on a ou pas à parler, c'est-à-dire de l'éducation qu'on a eu, et donc du mode de communication et de prononciation de la langue britannique, de la langue de Shakespeare, que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ben, si on n'est pas capable de bien prononcer l'anglais, et qu'on est pauvre, il n'y a lieu de s'en prendre qu'à soi-même et accepter ainsi le destin qui est marqué par le Créateur Tout-Puissant, et se consoler en se disant, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures, que plus tard, dans l'au-delà, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, et qu'il est plus facile pour un riche d'accéder au paradis que pour un chameau
plus difficile pour un riche d'accéder au paradis que pour un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille. Bien, vous connaissez tout cela, qui est là pour justifier évidemment l'ordre des choses tel qu'il est et tel qu'il doit être immuable. Et ce snobisme britannique qui est critiqué par Bernard Shaw, eh bien, il est très intéressant parce qu'il résulte d'une façon de parler. On est à l'extrême limite de la bêtise, d'une certaine manière, puisque la façon de parler induit la qualité du contenu de ce dont on parle. Si je dis often au lieu de often, les cockneys, les ploucs, les pauvres disent often dans cet accent, eh bien, tout ce que je dis sera relatif. Et c'est là qu'il faut juste rappeler ce magnifique dicton chinois qui dit que quand le sage monte la lune, les imbéciles regardent le doigt, et que le langage, en l'occurrence, n'est rien d'autre que le doigt. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on prononce les choses de façon très correcte, très comme il faut, que pour autant ce que l'on dit est forcément intelligent. C'est QFT, ce qu'il fallait démontrer. Et donc, l'argument de la pièce et du film sont connus. La sortie le soir d'une représentation théâtrale ou musicale et sous une pluie torrentielle, et puis tout le monde se retrouve à s'abriter sous les porches d'une arche, et pour une des rares fois, entraîné ou provoqué par la nature, la pluie en l'occurrence, eh bien il y a une espèce, sinon de brassage, du moins de proximité, de cohabitation, ce qui ne veut pas dire coexistence pour autant, des classes sociales. Et à cette occasion, un professeur snob, extraordinairement imbu de lui-même, le professeur Higgins, incarné par Leslie Howard, eh bien, se retrouve et constate le parler populaire et les distinctions, et nous rappelle la distinction qu'il est lieu de faire entre une façon distinguée de parler et une façon affreusement vulgaire et grossière de parler, qui est celle du bas peuple. Et notamment, il repère une jeune vendeuse de fleurs qui s'appelle Eliza Doolittle, incarnée par Wendy Heller, et il s'amuse à noter, à constater, parce que ce professeur, qui est un grand spécialiste de la langue britannique et de la façon de la prononcer, est capable de situer géographiquement et en même temps de situer sociologiquement les énonciateurs, énonciatrices du langage britannique selon le mode de prononciation qu'ils ont. Et effectivement, elle est issue d'un quartier très populaire, très bas-fond, si vous voulez, de Londres. Et c'est là qu'il émet le pari de faire en sorte que il la transforme en une archiduchesse qui, piégeant tout le monde lors d'une réception mondaine, comme ces réceptions dont Londres avait le secret au début du XXe siècle et par la suite aussi. Snobisme oblige. Et donc, à partir de là, se déclenche une action. Et ce qui est intéressant, c'est que il va réussir son pari, le professeur Higgins, en manifestant une méthode pédagogique d'enseignement qui va être très efficace, mais en même temps qui est fondée sur l'arrogance et l'absolue non-considération de la dimension humaine du sujet éduqué. Car le sujet éduqué n'est considéré que comme une matière qui doit être modelée. Vous savez, un peu comme cette médecine qui, au lieu de traiter les malades, de soigner les malades, se contente de soigner la maladie, le malade n'étant qu'une incarnation sans importance de la maladie. Et ça, c'est un défaut qui, lui aussi, résulte d'une société qui s'abandonne à la complaisance d'un fonctionnement où certains, ceux qui sont au-dessus, considèrent avec cynisme qu'il est tout à fait naturel de ne considérer que comme des objets ceux qui sont tout en bas.
Et c'est là qu'après la réussite de cette Eliza Doolittle dans la réception, n'est-ce pas, où elle leurre tout le monde est absolument fasciné par elle, et c'est une histoire nouvelle de Cendrillon, si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas des chaussures en verre, mais il y a une façon cristalline de parler la langue britannique. Eh bien, là, elle va décider de partir et elle se révolte. L'élève se révolte contre un maître qui est un peu inhumain. Quand je dis un peu, c'est une litote, tout à fait inhumain. Et le maître va se rendre compte que, en fait, à travers cette dialectique du maître et de l'esclave, en quelque sorte, dont parlait Hegel, et que le marxisme reprendra à son compte, eh bien, il est dépendant d'elle. Et quand elle lui rappelle que c'est un être humain, qu'elle mérite d'être considérée, quelle que soit sa façon de prononcer la langue anglaise, eh bien, il se rend compte qu'il se voilait à lui-même, et peut-être c'était ça la raison de son arrogance, qu'il s'est habitué à elle, qu'il tient à elle, et qu'il est devenu, lui, le démiurge, d'une certaine façon, dépendant, amoureusement dépendant, affectivement dépendant, du sujet qu'il a éduqué, qu'il a contribué à former. Et il y a un inversement des rôles, du statut de ces deux personnages, et, oserais-je le dire, une culbute, en quelque sorte, qui préfigurera d'autres culbutes amoureuses, c'est tout le bien qu'on leur souhaite, eh bien une culbute qui fait que le dominé va devenir dominant et que le dominant va devenir dominé. Et nous sommes dans un mouvement dialectique de compensation mutuelle et réciproque, et c'est quelque chose qui se passe très très bien. Un mot encore sur l'utilisation, mais ça c'est à la fois le scénario du film et surtout la pièce de Bernard-Henri Shaw, ce côté formidable de la langue anglaise, qui est d'une grande subtilité. Je vais vous donner un exemple, puisque nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, et que c'est l'occasion pour moi de vous adresser au nom de toute l'équipe de l'Odyssée nos vœux de belle, heureuse nouvelle année 2022, pleine de santé et de succès pour tous vos projets individuels et collectifs. Il y a une expression que moi j'avais apprise quand j'étais beaucoup plus jeune, le siècle dernier, et qui est la suivante. Alors je vais la dire et en anglais, en m'excusant pour le massacre de prononciation que je vais faire, et la traduction française, et qui peut toujours servir quand on rencontre sur notre chemin, sur son chemin, des gens qui sont méchants, mauvais, arrogants. Ça nous arrive à nous, en tout cas à l'Odyssée, notamment dans une période de procédure de renouvellement de la DSP, et comprenne qui pourra ce que je viens de dire. Et c'est une expression qui est d'une délicieuse cruauté formidable, et qui est un réconfort quand on la connaît et qu'on se la dit à soi-même face au déploiement d'une médiocrité méchante et mauvaise et incompétente qui plus est, et mensongère qui plus est. Et l'expression est la suivante: Sir, my typist being a lady cannot take down what I'm thinking of you. Monsieur, ma secrétaire étant une lady, ne peut pas prendre en note ce que je pense de vous. And me, being a gentleman, et moi étant un gentleman, cannot even think about it. Et moi étant un gentleman, je ne peux même pas y penser. But you, being neither, can easily guess it. Mais vous, n'étant ni l'un ni l'autre, pouvez aisément le deviner. C'est une façon adorablement délicieuse, élégante, brillante d'exprimer une des injures les plus cruelles et les plus claquantes, n'est-ce pas, cinglantes, pourrait-on dire, pour renvoyer quelqu'un à l'image de sa propre stupide, méchante médiocrité. Eh bien, ça c'est aussi, il faut le dire, tout l'art de la langue britannique et du flegme britannique qui permet de prononcer cela comme si on mettait une vérité objective qui n'avait rien à voir avec le poids et l'expression et la tourmente
des émotions subjectives qui nous traversent. Et c'est vrai que cette langue britannique mérite d'être célébrée, comme le font la pièce et le film Pygmalion, mais en même temps d'être utilisée pour rassembler les gens, réduire les divisions et les discriminations qui peuvent les opposer, ces gens-là, les uns aux autres. Un film qui est une leçon d'impertinence démocratique dans un contexte 1938 de l'entre-deux-guerres, où la Deuxième Guerre se profile à l'horizon de façon très 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 rapprochée. Eh bien, ce film, au fond, plaide pour l'union, le rassemblement des classes, et donc constitue un message, un propos, un contenu politique plutôt réformiste de gauche. Voilà. Pour l'époque, pas du tout révolutionnaire à la bolchevique, mais un propos réformiste, généreux. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à le voir. Un mot encore avant de vous dire où vous pourrez voir ce film, mais c'est un secret de polichinelle, bien sûr. Il y a un autre film anglais qui s'appelle, qui date du début des années 2000, du 21e siècle, qui s'appelle Le discours d'un roi, et où effectivement le roi du Royaume-Uni parvient à faire, qui était bègue pour de vrai, parvient à prononcer un discours à la radio, la guerre vient de se déclencher, sans bégayer une seule fois. Et on présente ça comme un exploit héroïque extraordinaire. Là aussi, c'est un exemple du flegme britannique, parce que jusqu'à nouvel ordre, le fait de parler et de bégayer quand on parle, ou de parler sans bégayer, c'est une caractéristique personnelle, individuelle, particulière, et c'est quand même, il faut se lever très tôt le matin pour avoir le culot de présenter ça comme un acte héroïque qui sauve l'honneur et l'orgueil d'une nation. Mais vous connaissez cette formule que j'aime beaucoup, énoncée par un humoriste anglais d'ailleurs, pour que les choses soient claires. Un Anglais, un idiot, 2 Anglais, un club, 3 Anglais, une grande nation, et une grande nation dont le ciment est la maîtrise d'une langue formidable, qui est la langue anglaise, la langue de Shakespeare. Où est-ce que vous pourrez voir Pygmalion? Jusqu'au 11 janvier 2022, dans le cadre de la section coup de cœur de Noël et de fin d'année, que nous proposons à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Nous sommes le 31 décembre et à nouveau, je vous présente tous nos vœux pour la nouvelle année, de succès, de bonheur, d'intelligence surtout, et d'une capacité à éviter les éclaboussures de tous les médiocres vulgaires et méchants qui malheureusement peuplent le chemin de nos parcours individuels et collectifs. À très bientôt, merci, au revoir.